À tous, bienvenue à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir pour ces 2 journées de rencontres organisées par le Musée d'art contemporain de Lyon et le LARA, le laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes. L'ENSBA Lyon ne pouvait pas ne pas être de cet anniversaire, même si pour nous, ça serait plutôt 270 ans que 50 ans. Ça fait moins contemporain, 270 ans. Alors, contemporain, le terme qui fait partie de ce titre, art contemporain, on va pas rentrer dans une longue dissertation sur ce qu'est l'art contemporain. Néanmoins, en introduction, dire qu'il y a plusieurs manières de le penser, dont une assez stimulante qui consiste à distinguer le paradigme moderniste du paradigme contemporain. D'un côté, l'exploration des propriétés du médium, la peinture, la sculpture, etc., ou l'exploration intérieure. Et de l'autre, du côté du paradigme contemporain, la transgression des normes éthiques ou esthétiques en place, l'abolition des frontières entre l'art et la vie, un art en prise avec son temps, dans le sillage des avant-gardes historiques. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, ou en tout cas depuis les 50 dernières années, il y a plusieurs manières de faire contemporain. Ces journées en seront le témoignage. Ces journées sont l'amorce d'une histoire. Ça n'est pas un colloque savant ayant vocation à écrire des lignes définitives. Ce sont des rencontres au cours desquelles la parole est laissée aux témoins, aux acteurs, actrices de l'art contemporain à Lyon ces 50 dernières années. Nous avons fait le choix de multiplier les paroles, car c'est la variété des initiatives qu'il nous a importé de mettre en évidence. La parole des artistes est donc aussi importante que la parole des acteurs, actrices institutionnelles. Alors évidemment, il y a quelques oublis dans le programme. Il ne pouvait pas y en avoir et le programme est déjà, il faut bien le dire, chargé, voire très chargé. À cet égard, je remercie tous les intervenants et les intervenantes de se tenir absolument au temps, certes court, qui leur a été imparti, par souci d'équité entre tous les intervenants et intervenantes. Sinon, ce sera vraiment très dur pour celles et ceux qui parlent en fin de journée. Évidemment, une scène de l'art contemporain n'existe pas seule. Ce programme, ça n'est pas Lyon regarde Lyon. C'est un choix méthodologique qui était celui d'écouter les acteurs et les actrices d'une scène locale dont il faut bien dire qu'elle s'est inventée depuis la fin des années 60 et l'exposition Jean-Claude Guillaumont, en tout cas la partie archivistique de cette exposition au MAC actuellement, en est un excellent exemple. Ça ne dit pas que Lyon est une ville plus exceptionnelle que les autres au regard de l'art contemporain, ni qu'elle existe en dehors des circuits internationaux, bien entendu. Ces journées cherchent à esquisser un champ qui s'est construit et continue de se construire. Je termine avec 2 mots de remerciement, comme il est d'usage, et j'ai des notes pour n'oublier personne. Pour l'ENSBA Lyon, l'ensemble des équipes techniques, administratives, pédagogiques, qui par leur action quotidienne rendent possible des événements comme celui-ci. Et un mot particulier pour Catherine Bergeon, Corinne Valin, Patricia Vilco, Jonathan Cardeillac et ses équipes, Fiona Donati à la technique. Pour le MAC, Elsa Davio, Sylviane Latuyère, Fanny Trussard pour l'organisation de ce colloque et bien évidemment Isabelle Bertolotti. Pour le LARA, Laurent Baridon, qui je vais céder la parole tout de suite. Et je termine en saluant la présence de Philomène Récamier, nouvelle adjointe au maire de Lyon en charge de la culture, et dire ô combien le soutien de la ville de Lyon est important pour l'école, particulièrement en cette période. Et je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour l'école d'art de Dunkerque, qui aujourd'hui est menacée de fermeture par le retrait des financements de la ville de Dunkerque. Nous avons plus que jamais besoin de solidarité entre acteurs et actrices de la culture pour défendre ce magnifique service public. Et je cède tout de suite la parole à Laurent. Quelques mots seulement, non pas pour introduire, comme vient de le faire Morgane, mais pour me réjouir de voir que l'université est associée à cet événement, l'université Lyon 2 et le LARA, donc le laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes. C'est vraiment une très belle opportunité de développer les partenariats avec l'ENSBA et avec le MAC, même si avec le MAC, on a déjà eu l'occasion de collaborer, notamment pour le Congrès international d'histoire de l'art qui s'est tenu en 2024. Donc c'est un moment
pour moi, universitaire, extrêmement important, parce que c'est le début de l'histoire, en effet. Ce sont pas des lignes définitives, comme vient de le dire Morgane, mais c'est extrêmement important, parce que recueillir la parole des acteurs, et de nombreuses catégories d'acteurs et d'actrices, c'est absolument fondamental dans la démarche de l'historien de l'art. Donc merci beaucoup, merci à toutes et à tous pour votre disponibilité, et je passe le micro à Isabelle. Merci Laurent, merci Morgane. Je voulais juste rajouter que cette journée, enfin ces 2 journées qui seront suivies d'une autre journée en mai, le 23, avec des DJ sets et des performances. Donc vous êtes tous conviés aussi à nous rejoindre à ce moment-là au Musée d'Art Contemporain. C'est un petit peu dans la suite de ce qu'on avait fait l'année dernière. Alors on est un peu dans les anniversaires étranges. C'était 30 ans l'année dernière, 50 cette année, donc on ne sait pas trop compter peut-être. Mais enfin, 30 ans, c'était plutôt ceux du musée qui s'était installé à la Cité internationale en 95, dans le bâtiment de Renzo Piano. Et cette année, 50, parce que on avait envie de raconter cette histoire qui part de l'ELAC jusqu'à nos jours, et surtout à l'occasion de l'exposition que tu as évoquée, Morgane, mais dont on vient de recevoir le catalogue, c'est parce qu'il est encore pas ouvert, de Jean-Claude Guillaumont, qui vient de sortir, et la très belle donation que la famille de Jean-Claude a faite au musée. On avait envie de raconter tout ça, et en travaillant sur cette exposition, on a trouvé plein de pépites, plein de choses extraordinaires. Donc on avait envie de rassembler tous les acteurs, actrices de cette époque, de voir comment la chose avait évolué aussi, de voir maintenant avec un peu de recul. Alors c'est un peu ambitieux, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui devraient ou auraient dû parler. On a malheureusement dû choisir et donner un temps très court. Donc je suis désolée pour tous, vous avez un temps très court de parole, mais ce n'est qu'un début, c'est vraiment l'idée, un lancement, et ensemble tous on continuera, et on compte sur vous aussi pour nous aider à continuer dans ces recherches sur l'art contemporain à Lyon. Merci à toutes et tous, et je vous cède la parole à la première table ronde. Bien, merci beaucoup. Je me présente en 2 mots, Blandine Chavannes. Isabelle Bertolotti m'a gentiment demandé de venir puisque j'ai quitté Lyon en 72, trouvant qu'il ne se passait strictement rien. Donc, je ne suis pas partie prenante. Je les connais tous, mais je n'étais plus là. Voilà, je suis donc... j'ai été sollicitée tout simplement parce que j'ai un tout petit peu travaillé au ministère de la Culture et en particulier à la direction des musées de France et que je connais un peu le contexte historique. Donc, je vais essayer d'être une modératrice à la fois agréable et détestable. Et je commence par quelques vues, j'ai envie de dire, je présenterai les intervenants au fur et à mesure, parce que comme ça vous n'oublierez pas qui vous parle. Et si vous le voulez bien, voilà, j'avais trouvé quand même le crayon qui arrive en 73, 14, quelque chose comme ça, dans le paysage lyonnais. Alors les acteurs, ça me semble assez important. Je vais rappeler quand même que nous avons commencé, c'était Monsieur Giscard d'Estaing. À cette époque-là, le 18e était tout particulièrement prisé et pas vraiment l'art contemporain. Il a eu, un peu à la manière de ce qui se passe en ce moment, un certain nombre de ministres de la Culture. On parlera un tout petit peu plus de Michel Guy, mais il y a Françoise Giraud qui est passée très vite, Michel Dornano et Jean-Philippe Leca. Voilà. Et puis, il y a 81, alors un moment extrêmement important pour la culture, Mitterrand et Jack Lang. Alors, je ne peux pas ne parler que de Jack Lang, parce que Mollard a été quand même un personnage essentiel dans la politique culturelle. Alors, pour un certain nombre d'entre nous, enfin, on parlait de culture, et enfin, il y avait des postes. Je crois qu'on peut se donner la main, on a été très nombreux à ce moment-là, à pouvoir bénéficier de ce changement fondamental. Autre changement très important, c'est l'effet Centre Pompidou. Le Centre Pompidou est prévu dès 1969, c'est le choc culturel que vous connaissez tous, la Biennale de Venise, aux horreurs, choisit un Américain. En 64, c'est Rauschenberg qui va avoir le Lion d'Or. La France se dit qu'elle n'est plus au centre et qu'il va falloir peut-être s'intéresser à la création artistique. Et du coup,
c'est Georges Pompidou, collectionneur, qui décide la création du centre Pompidou, qui sera inauguré en 77. Mais pendant tout le temps de la construction, comme c'est au cœur de Paris, c'est tout de même au cœur de toutes les discussions sur ce que devrait être l'art contemporain. Alors, je voudrais dire quand même 2 mots assez rapidement. Quels sont les musées où on trouve de l'art contemporain? Alors, Grenoble, on le sait, depuis 1919, il y a de l'art contemporain. Le musée national à Paris, c'est suite à la Seconde Guerre mondiale, en 1947, qu'il est ouvert. Alors, certes, il utilise un bâtiment qui a été construit en 1937, mais la guerre arrivant très vite, il n'a pas eu le temps de s'y installer. À la même date, c'est Maurice Allemand qui est nommé à Saint-Étienne, et donc c'est le début de la grande histoire stéphanoise. À Nantes, dès 1947, première acquisition d'art contemporain, et donc petite collection mais ça n'est pas un musée d'art contemporain, c'est un musée de beaux-arts avec des œuvres contemporaines. Paris, musée d'art moderne, très tardivement, étonnamment, j'ai regardé 61. On imagine que c'est plus tôt, mais très tardivement. Marseille, depuis le début aussi de la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a des acquisitions contemporaines. Et puis on peut citer Strasbourg, Dijon, la collection Granville. Bref, petit à petit, les musées de beaux-arts achètent. Vous savez peut-être qu'on ne présentait jamais d'artistes contemporains avant 1945. Il fallait être mort pour rentrer dans un musée. Et même au niveau national, on avait le jeu de paume où on les parquait tous. Donc les choses évoluent doucement, mais en 81, c'est malgré tout un paysage encore un petit peu triste. Pour les centres d'art, alors ils n'ont pas ce terme-là, bien sûr, mais j'ai découvert, de façon étonnante, que le Creux de l'Enfer, en 71, était déjà un endroit où on présentait de l'art contemporain. Le magasin Grenoble, 73. Le CAPC de Bordeaux n'est pas encore musée, il n'est que centre d'art. Non, il s'appelle le magasin plus tard, mais on présente des œuvres dès 73. Vous avez raison, faut pas. Non. Mais dès 73, on présente des œuvres contemporaines. À la synagogue de Delme, par exemple, tout petit lieu, dès 73, on présente de l'art contemporain. Au Parvis à Tarbes, au Consortium 77, et là, vous avez une des fondatrices du Consortium. La salle de bain, il faudra attendre 79 à Lyon. Et puis Vassivière, 79. Je me suis arrêtée là parce que j'ai vraiment demandé à mes partenaires de la table ronde d'arrêter. Alors, je n'ai pas parlé des centres d'art lyonnais. Hein. J'en vous dirai 2 mots tout à l'heure. J'ai demandé à l'ensemble des intervenants de la table ronde de s'arrêter en 86. On ne va pas au-delà de 86. Alors, les acteurs lyonnais, il faut quand même y venir. On arrive à Lyon. Donc, Louis Pradel, la très fameuse figure lyonnaise, qui quand même se rend compte qu'il va falloir faire quelque chose et qui va d'ailleurs solliciter le ministère de la Culture et qui va demander à Michel Guy de signer une convention, chose qui sera faite alors ça y est, j'ai pas la date, toi tu l'as. Bref, tu en reparleras, mais bon, il y a une convention culture qui est signée avec la ville de Lyon, convention qui malheureusement ne parle pas de la création artistique plastique contemporaine, puisqu'il parle essentiellement de théâtre, de musique, d'architecture, de cinéma et de photographie. Et les arts plastiques semblent quelque peu rester dans le flou. Son adjoint à la culture porte le joli nom de Monsieur Proton de la Chapelle, qui lui-même était un poète littéraire, etc. Puis Francis Colomb, 76-89, va avoir un rôle essentiel. Il a pour adjoint à la culture un critique d'art et poète qui est André Mur, dont on reparlera de façon un peu plus approfondie. Et puis il y a un personnage essentiel à Villeurbanne qui est Charles Hernu. Je crois qu'il faut ne pas l'oublier dans notre histoire lyonnaise. Les lacs. Alors, il y a dans le paysage lyonnais une association de critiques d'art extrêmement importante. René Desroudil, qui a eu un rôle important au Musée des Beaux-Arts, mais en même temps Jean-Jacques Léran, André Mur, etc. Et c'est eux qui vont pousser Pradel
a donné un tout petit espace par rapport à l'énormité de ce qu'est l'échangeur de Perrache, enfin tout de même un espace à Perrache pour l'art contemporain. Alors ces critiques vont d'abord en fait commencer par une exposition Jean Couty, qui est donc assez traditionnelle. Il ne pense pas tout de suite à la création contemporaine, et la municipalité va penser qu'il va falloir quand même recruter quelqu'un peut-être de plus aguerri, de plus pointu en matière d'art contemporain, et ce sera Jean-Louis Mauban qui dirigera les Lacs pendant 2 ans. Avant de passer à Jean-Louis Mauban, quelques acteurs de la scène lyonnaise. Jean-Michel Forêt travaille à la DRAC, il est conseiller, on les appelait à l'époque animation culturelle, conseiller plastique n'existait encore pas, et Christian Bernard, à qui on passera la parole, je ne sais pas s'il est déjà avec nous en visio. Ah oui, il est là. Bonjour Christian. Bonjour. Christian Bernard, de 82 à 85. À l'ELAC, 76, 78, ça vous permet, ces dates vont vous permettre de voir ce qui va se dérouler pendant ce début de matinée. 76, 78, Jean-Louis Mauban à l'ELAC. 78, 83, Marie-Claude Jeune. 86, Marie-Claude Jeune. 83, Thierry Raspail qui arrive. Et au FRAC, Anne Dary, qui est là, de 83 à 86. Les nouvelles institutions, et c'est là où je parle quand même des centres d'art de la région lyonnaise. Alors, je ne me suis pas étalée sur l'ensemble de la région Rhône-Alpes. Je me suis contentée de prendre Lyon et le Grand Lyon. 73 Vénissieux, premier centre d'art qui n'a pas le terme de centre d'art, mais c'est un lieu où on présente de l'art contemporain, Madeleine Lambert. Les Lacs, 76, 86. J'ai mis 84 parce que je croyais que ça s'arrêtait. 78, association du nouveau musée, et c'est Nathalie Erginot qui nous en dira 2 mots. Quand Jean-Louis Mauban quitte les Lacs, il crée une association. 79, le centre d'art de Saint-Priest. 82, ouverture des salles nouveau musée à Villeurbanne. 83, le FRAC commence à fonctionner. Et 84, les salles art contemporain au Palais Saint-Pierre. Donc on voit que les choses se succèdent assez vite et très vite. En fait, la scène artistique lyonnaise va, entre guillemets, être assez complète. Quelques événements marquants, et l'ensemble des intervenants vont y revenir, donc je ne fais que les citer très rapidement. À partir de 77, la vidéo à l'ELAC, avec, j'ai perdu son prénom, Monsieur Ray, Georges Ray. 79, avec Hubert Besacier, symposium de performance, et Orlan y est invité. 78, c'est Jean-Michel Forêt qui organise le symposium de sculpture à la Pardieu. Et en 84, 1er octobre des Arts, mais je pense que notre ami Thierry nous en parlera. Enfin, les galeries. Alors là, je les ai toutes mises. Il y en a qui arrivent très tard, il y en a qui sont là bien avant. La galerie Jacques Verrière, la galerie Malaval sont là déjà avant 75. La galerie Paul Gauzy, la galerie Vernet-Caron qui, elle, arrive après coup. La galerie Nelson aussi, après Vernet-Caron. Galerie Sol, galerie BF15, galerie Volée à une muse. Très joli nom, je crois que c'était... Voilà. La galerie Métropolis, la salle de bain, et j'en ai sûrement oublié parce que plus je lisais, plus je trouvais un certain nombre de galeries. Voilà pour une présentation très rapide de ce paysage lyonnais, de son évolution rapide, à la fois avec les hommes et femmes qui ont participé à cette évolution. Maintenant, je voudrais vous parler, si vous le voulez bien, très rapidement, dire 2 mots, présenter quand même Jean-Louis Mauban qui n'est plus là pour nous raconter l'histoire. Jean-Louis Mauban, qui était né en 43 au Havre, qui fait des études de sociologie et qui commence une carrière de journaliste à Lyon.
Et c'est parce qu'il connaissait un petit peu tout le monde, après avoir été administrateur, secrétaire général de la Comédie de Saint-Étienne jusqu'en 72, puis au Creusot, au CRACAP, Centre d'action culturelle, CRACAP, Centre d'action culturelle et de recherche pour les arts plastiques, je crois ne pas me tromper, quelque chose à peu près comme ça. Et puis au Théâtre de Bourgogne. Et en 76, la ville de Lyon l'appelle, donc André Mur l'appelle, pour assurer la direction de Les Lacs. Et alors, il va y rester, il va faire 2 expositions qui vont marquer la scène artistique, et puis il va repartir très vite. Je pense qu'il y avait 2-3 petits problèmes financiers, mais ça, c'est dans les archives de Lyon, je suis pas allée regarder. Il va faire l'exposition L'art américain dans les collections privées françaises et Langage au féminin. Et ces 2 expositions marquent durablement l'esprit des Lyonnais, montrent l'ouverture à l'international et non pas ce qui était au début le projet de Les Lacs, un lieu pour les artistes lyonnais. On voit tout de suite que ça va bien au-delà. Voilà, très rapidement pour Jean-Louis Mauban, parce qu'ensuite il a eu un rôle absolument essentiel, et c'est Nathalie qui va nous en parler, sur l'association du nouveau musée. Et là, je passe la parole à Christian Bernard. Je regrette de ne pas être avec vous incorporé aujourd'hui, mais ma santé me l'interdit. Je regrette aussi une situation assez cocasse et j'espère qu'elle vous fera sourire. J'ai pris soin hier d'écrire ce que j'avais à vous dire aujourd'hui et au moment d'imprimer, j'ai effacé mon texte. Ce qui fait que je n'ai pas de texte à vous lire, mais simplement des souvenirs à enfiler comme des perles dans mon intervention actuelle. C'est très émouvant de se retrouver, même si c'est à distance, à Lyon aujourd'hui. La question, c'est qu'est-ce qu'un paysage artistique, au fond, à laquelle on devrait répondre pour pouvoir avancer. Je propose de cette notion de paysage artistique la définition suivante: la coïncidence de différents acteurs personnels et institutionnels. Et pour que ces différents acteurs interagissent de façon productive, en tout cas, du moins peut-on l'espérer, il faut qu'ils soient diversifiés entre acteurs privés et publics, institutionnels et individuels. Il faut un musée accueillant à l'art contemporain. Il faut des galeries privées. Il faut des galeries associatives. Il faut une école d'art dynamique. Il faut une presse accueillante. Il faut des critiques d'art, des curateurs, des collectionneurs. Il faut un enseignement à l'université qui ne s'emploie pas à détruire l'art contemporain. Et puis, il faut, en France du moins depuis 1982, il faut un FRAC qui puisse acheter l'art en train d'émerger, aussi bien que les références de cet art. C'est un ensemble donc de données qui, quand elles sont coprésentes, sont susceptibles de créer un vrai paysage artistique, c'est-à-dire un paysage différencié avec des acteurs objectivement solidaires. Prise dans son ensemble, la région Rhône-Alpes offrait presque cette configuration complexe. Mais Lyon seul, pas du tout. Les acteurs à Lyon étaient peu nombreux et disposaient de peu d'écoute. Alors on les a déjà cités, mais je vais le refaire. Jean-Louis Mauban, on mesurera peut-être un jour l'importance de Jean-Louis à travers tout ce qu'il a pu montrer du temps qu'il dirigeait le nouveau musée qui est devenu l'Institut d'art contemporain. On mesurera peut-être un jour l'énergie extraordinaire qu'il a dû déployer pour obtenir l'installation de ce nouveau musée à Villeurbanne. Jean-Louis était un personnage très, très énigmatique, très singulier, mais dont le programme est globalement irréprochable. Il y a évidemment Marie-Claude Jeune qui a été citée, qui est à cette table,
Cette table ronde, c'est un peu la table ronde des vétérans, hein, ou des fossiles de l'art contemporain. Il y a Georges Rey, dont le rôle a aussi été très important, je crois, déjà au niveau de l'introduction méthodique, systématique, quantitative de l'art vidéo à l'ELAC et en Rhône-Alpes. Il y a évidemment parmi ces autres acteurs moins visibles Hubert Bezacier, critique d'art qui ne cesse d'exercer cette fonction jusqu'à aujourd'hui. Et puis il y a un personnage qui a compté, qui est Alain Char. Alain Char est décédé aujourd'hui. Il enseignait l'histoire de l'art contemporain à l'université avant de partir enseigner l'architecture ailleurs. Alain Char, c'est quelqu'un qui a formé beaucoup d'esprits, et notamment d'esprits artistiques en Rhône-Alpes et notamment à Lyon. On pourrait ajouter, c'est pas Thierry Raspail ici présent au fond de la table, Maurice Besset et le rôle qu'il a pu avoir à Grenoble de formation. Thierry en est un exemple. Peu d'acteurs vraiment informés, peu d'acteurs réellement solidaires entre eux, et peu d'acteurs disposant des moyens d'une action significative. Il faudrait ajouter André Mur. André Mur, c'était un curieux personnage. C'était un adjoint à la culture de Lyon, longuement, et il émanait de l'association des critiques lyonnaises des critiques d'art ou des critiques d'art lyonnais, je ne sais plus. Vous connaissez une autre ville dans le monde où il y a une association de critiques d'art locaux? Je n'en connais pas, c'est une des grandes spécificités de Lyon de ce point de vue, mais c'est une spécificité chauvine. Hein. Je vois des traces de chauvinisme aussi dans le nom de l'ELAC, espace lyonnais d'art contemporain. Il ne pourrait pas être Villeurbannois, par exemple. C'est cette façon d'estampiller de l'identité lyonnaise l'institution nouvelle me paraît une forme peut-être de régression préalable. Voilà. Les acteurs, je les ai cités pour l'essentiel. André Mur a joué un rôle non négligeable en soutenant l'art contemporain, en faisant venir Thierry Raspail. J'espère qu'il a fait un pondeur à Thierry Raspail et en lui donnant les moyens de développer la politique que vous connaissez. Les institutions, quand j'arrive à Lyon en 1982, on les compte sur les doigts d'une main accidentée. Il y a l'École nationale supérieure des beaux-arts, et puis c'est tout. Et encore, cette école est vraiment à la traîne. Hein, c'est pas le couteau le plus tranchant du tiroir. Et elle a d'ailleurs formé, je pense, beaucoup d'étudiants sur des bases assez réactionnaires. Et ce qui fait que, à côté de l'école de Lyon, celle de Saint-Étienne et ensuite celle de Grenoble n'auront pas de mal à faire la différence et à former des étudiants beaucoup plus avertis que ceux de Lyon. Donc, au fond, quand j'arrive, il n'y a rien à Lyon à part les lacs. J'ai entendu citer de nombreuses galeries, moi je les cherche encore. La seule galerie sérieuse d'art contemporain que j'ai vue, c'est celle de Bertin, hein, qui a mis de l'argent là-dedans, qui l'a fait proprement et qui n'a fait que ça. Et qui n'a pas considéré l'art contemporain comme une sorte de supplément d'âme ou dentiste égaré. Donc, le souci, en arrivant en 82 à Lyon, c'était d'avoir dans mon collimateur l'ensemble des types d'intervenants ou d'acteurs qui constituent ensemble une scène ou un paysage artistique. J'avais une vision assez naïve de la chose, mais je débutais dans la carrière. Et c'était difficile de ne pas essayer d'avoir une vision de Rhône-Alpes et de chercher à équilibrer les initiatives et à les rendre complémentaires les unes des autres, et évidemment de s'attaquer à Lyon, qui était la plus
démunie, une bourgeoisie dédaigneuse à l'égard de l'art contemporain et peu de désir d'y faire quoi que ce soit. Les Lacs, c'est vraiment un lieu étrange. C'est un lieu tarabiscoté où il est vraiment désagréable d'imaginer des expositions. Et tout cela semblait être une sorte de cadeau divin voué aux agités de l'art contemporain. Malgré tout, ceux qui s'en sont occupés ont réussi à faire des choses formidables. Je voudrais rappeler 3 expositions. La première, c'est Europe 80. C'est la première fois que je suis venu à Lyon pour voir une exposition. Et Europe 80, c'est une exposition qui proposait un regard sur l'art en Europe en 1980, à travers le regard, évidemment, d'Alain Char. Cette exposition était une merveille. Comme on n'avait jamais vu Lyon auparavant, et comme Lyon attendra Raspail pour en voir d'autres ensuite. Je citerai encore l'exposition Énergie New York de Georges Ray, qui n'était pas seulement confiné à la vidéo, et qui donnait un aperçu spécifique de la scène new-yorkaise, et enfin Fluxus, que nous avons dû à Marie-Claude Jeune, pour citer ces 3 expositions qui apportaient une information solide, tendue, construite sur l'art contemporain en train de se faire ou venant de s'être fait dans une région qui ne s'était jamais donné les moyens de le faire. Donc il y avait un côté vraiment pionnier dans la mise en place d'une information générale sur l'art contemporain à Les Lacs. Les choses vont évoluer et c'est comme ça que je les ai sentis. Et mes souvenirs sont sûrement assez abîmés par l'âge. Mais les choses basculent entre 1980, dans les années 80, on va dire, essentiellement au milieu des années 80. Cette bascule, elle se fait de plusieurs façons. Il y a évidemment l'arrivée d'un conseiller artistique, votre serviteur, qui avait les poches pleines d'argent. C'était le début de la décentralisation culturelle et donc nous pouvions intervenir de façon significative en faveur des projets qui nous paraissaient désirables. C'est la création du FRAC en 1982. Le FRAC qui va agir tout de suite, qui avait un gros budget et qui sera une des institutions qui contribuera au rayonnement de la politique culturelle de Jack Lang, mais aussi de la région Rhône-Alpes. C'est l'arrivée de Thierry Raspail au Musée des Beaux-Arts, bien avant qu'il ne soit confiné près de la Tête d'Or. C'est le développement du cycle fameux Octobre des Arts, succession d'expositions fédératrices où il y avait un peu à boire et à manger, mais surtout à boire, et c'était très enivrant de voir cela chaque mois d'octobre. Merci Thierry. Et puis, nous devons à Thierry, et qui ont contribué comme Europe 80 ou Énergie New York, mais avec une autre échelle, et qui ont contribué à faire de Lyon un des lieux où on pouvait voir l'histoire de l'art moderne et contemporain dans des conditions extrêmement rigoureuses et heureuses. La couleur seule, en 86, histoire du monochrome, pour dire vite, et en 93, et tous, ils changent le monde, qui reste pour moi une exposition déterminante dans l'histoire des expositions des années 80-90. Et c'était enfin le travail de Jean-Louis Mauban à Villeurbanne, qui faisait voir aussi bien la jeune scène new-yorkaise, on va dire globalement appropriationniste, que des figures artistiques telles que Onkawara et d'autres encore, d'une façon généreuse. Les expositions de Mauban avaient donné toujours une grande latitude aux artistes
ce qui fait qu'on ne se déplaçait pas pour rien jusqu'à Villeurbanne. Ce contexte où l'institution est en train de prendre la place qui lui revient au fond dans un système global comme celui que j'ai décrit, s'appuie-t-il sur des artistes? Et ça a été vraiment la question. À un moment donné, il y a eu cette idée que Lyon, c'était la ville où il fallait être. Hein. C'est la ville où Raspail débarquait. C'est la ville où Jean-Luc Villemout et Kate Blecker venaient s'installer en ayant quitté Paris. On a cru qu'on pourrait faire prendre la mayonnaise dans cette ville avec les moyens qui, d'un seul coup, s'y trouvaient installés. Beaucoup de choses ont bénéficié de cette situation, mais ça n'a pas donné autant de résultats qu'on pouvait le penser. Je vais citer les artistes que j'ai trouvés en arrivant et qui tous étaient et j'ai bientôt fini, il n'y en a pas 50. Hein. Ce sont des artistes qui sont nés dans les années 50 ou à la fin des années 40, comme Michel d'Auvergne, Patrice Jorda, qui est à mes yeux le meilleur peintre de sa génération, Kassem Noua, Marie Bourget, une artiste extraordinaire, morte en 2016 et qui apportait une idée de l'art tout autre. Jean-Philippe Aubanel, Alain Pouillet, Gilles Lecoffre, Stéphane Braconnier. Ça, c'était les personnalités auxquelles j'avais affaire, qui avaient un certain niveau de travail et que nous nous sommes employés à soutenir en achetant leurs œuvres ou en les exposant, en les achetant au titre de l'État ou au titre du FRAC en région. Soutenir les artistes, c'est leur faire des achats, c'est leur donner accès à la commande publique, c'est aussi leur proposer des bourses de recherche ou d'équipement. Tout cela était à notre disposition. Beaucoup de ces artistes en ont bénéficié. Peu d'entre eux en ont bénéficié au point de se hisser sur une scène qui ne serait pas seulement rhône-alpine. Et donc, il ne suffit pas d'avoir un paysage artistique complet ou complété avec des acteurs de qualité, et je crois que c'était vraiment le cas, pour que d'un seul coup, une communauté artistique se constitue et se perpétue surtout. Voilà, Saint-Étienne, on pourrait évoquer même le cas de Saint-Étienne, et je conclurai là-dessus. C'était le musée mythique à l'époque. Il y avait de bonnes raisons de le considérer, et Bernard Cesson est un très grand personnage de notre histoire. Qui avions-nous à Saint-Étienne? On avait évidemment Orlan, qui s'est évidemment empressé, et à juste titre, de quitter Saint-Étienne. Il y avait Étienne Bossu, le sculpteur, Jean-Gabriel Coignet, le sculpteur lui aussi, Jean-François Maurige et Bernard Pifaretti, les peintres, Philippe Favier qui vient de mourir, et Denis Laget, un autre peintre. Ces artistes, pour la plupart, ont une existence au niveau national. Même si elle n'est pas extraordinaire, elle existe. Ils ont des galeries, ils y exposent régulièrement. Le seul qui fasse une carrière, entre guillemets, internationale, c'est Pifaretti, sans doute Favier aussi, mais maintenant c'est terminé. Voilà, donc les villes, Saint-Étienne, qui était bien plus pauvre que Lyon, a réussi à tirer son épingle du jeu beaucoup mieux, et sans doute sans le soutien sans un soutien fort de la municipalité. En d'autres termes, on ne peut pas prévoir un paysage, on ne peut pas se contenter d'avoir rempli toutes les cases de ce paysage, des collines aux vallées. On ne peut que souhaiter la cohésion ou la tension entre des acteurs divers, disposant chacun d'une entière liberté. Et ça, ce mot de liberté dans le champ de la création artistique, il va bientôt être interdit. Vous le savez, les élus savent désormais mieux que nous ce que nous devons montrer. Et donc, les paysages sont tous sous la menace d'une grande régression autoritaire. Je ne suis pas sûr que ce sera le cas en Rhône-Alpes, mais pourquoi pas, j'ai vu la différence, et je conclurai là-dessus, notable
qu'il y avait entre mes interlocuteurs jusqu'en 83, qui étaient pour l'essentiel des élus socialistes, et les interlocuteurs qui ont suivi, qui étaient pour l'essentiel de droite. C'était pas les pires de droite, mais c'était aussi ceux avec qui il était beaucoup plus difficile de travailler. Bien, Bernard, on va essayer de garder un tout petit peu d'espoir. Merci infiniment pour ta présentation très complète des acteurs. Je vais leur passer la parole pour qu'ils continuent tout de même à nous faire un peu rêver. En tout cas, merci beaucoup pour cette synthèse. Et maintenant, je me permets de dire 2 mots sur Marie-Claude, que je présente, qui donc a commencé par un master de droit à l'Université de Bordeaux, un master en sciences sociales. On voit que les sciences sociales sont extrêmement importantes dans la formation de nos acteurs. Et elle fait aussi des cours d'ethnologie de Roger Bastide au Musée de l'Homme. Avant de venir à Lyon, je ne sais pas ce que ça veut dire, la façon dont elle a pris les Lyonnaises, que c'était important d'avoir des notions d'ethno. Et puis elle arrive à Lyon et elle travaille à mi-temps à la galerie Malaval, et donc on prend connaissance du milieu culturel lyonnais. Et puis en 77, il y a un point qui est fait sur un livre blanc de la culture, et Marie-Claude, qui ne manque pas d'imagination, fait un certain nombre de propositions qui qu'elle va transmettre à André Mur et qui va provoquer sa nomination à l'ELAC à la suite du départ de Jean-Louis Mauban. Et là, je passe la parole à Marie-Claude pour... Bonjour à toutes et à toutes et à tous. Excusez-moi, j'ai des problèmes d'une part d'audition, donc je n'ai pas compris tout ce que disait Christian, et en particulier ce qu'il disait sur moi et qui vous a fait rire. Je suis désolée, mais je ne peux pas répondre là-dessus. Voilà, je vais simplement rapidement m'employer à dire ce que j'ai pu faire à l'ELAC et comment j'y suis arrivée. Donc, notre meneuse de débat a effectivement expliqué les conditions de l'art à la fin des années 70, mais moi je suis arrivée à Lyon en 71 et j'ai été parce que j'ai épousé un Lyonnais et que de Paris il est venu à Lyon, donc il a fallu que je le suive. J'ai été extrêmement déprimée, vraiment déprimée en découvrant ce qu'était cette ville, profondément triste, grise, et voilà, je n'avais pas beaucoup d'espoir. Quand on m'a proposé, ayant 3 enfants, j'avais besoin de me sortir un petit peu de la famille, donc j'ai accepté. Vous m'entendez? Oui, j'ai accepté un poste tout à fait limité de tenir une galerie, la galerie Malaval, très bourgeoise, mais qui était fréquentée quand même par les Lyonnais classiques et surtout les critiques d'art qui venaient régulièrement voir les expositions. J'ai vu passer effectivement la demande, enfin l'appel à la réponse à un livre blanc de la culture à Lyon qui ne concernait pas que l'art, mais aussi tous les autres milieux culturels. Mais j'ai répondu parce que ça me semblait intéressant de dire à quel point l'art contemporain n'existait pas à Lyon et en fait qu'il n'y avait pas de possibilité pour un public, on va dire, ordinaire, un public normal, d'avoir cet accès à l'art. Et donc je proposais dans ma réponse que j'ai faite au livre blanc, je proposais la création d'une galerie de prêt d'œuvres d'art. Il n'en existait que 3 en France, une à Grenoble, une au Havre et la 3e à Amiens. Donc bien sûr, je suis allée rencontrer le responsable de la galerie de prêt de Grenoble et j'ai eu envie de faire cette proposition. André Mur, adjoint à la culture, encore critique d'art, m'a sollicité en me disant écoutez, votre projet est intéressant, allez voir Jean-Louis Mauban, peut-être que dans le cadre de l'ELAC, on pourra constituer cette galerie de prêt d'œuvres d'art.
c'est ce que j'ai fait. Jean-Louis m'a accueilli de manière très sympathique en me disant, écoutez, on va vous trouver un poste. Bon, j'ai un petit peu attendu. Et puis est arrivé le départ de Jean-Louis de l'ELAC, que je fréquentais chaque fois que je pouvais. J'aimais beaucoup ce lieu. Et André Mur m'a appris son départ et m'a dit est-ce que vous voulez vous présenter? Je me suis présentée avec d'autres candidats. On ne m'a pas nommé directement. J'ai été effectivement en concurrence avec d'autres candidats et c'est moi qui ai eu le poste. Je peux vous dire que j'ai été extrêmement interrogative parce que je ne connaissais pas l'art contemporain. Comme l'a dit Blandine, j'ai fait des études de sociologie, mais j'étais passionnée quand même par l'art. Et voilà, je me suis dit, bon, je me lance et puis on verra bien. Et c'est vrai que je voulais quand même expliquer comment fonctionnaient les LAC. Il y avait un conseil d'administration pléthorique, mais surtout avec des acteurs qui étaient sur le terrain, c'est-à-dire les critiques d'art, l'association lyonnaise des critiques d'art. Et quand Jean-Louis est arrivé, il y avait un principe qui était émis par l'association des critiques d'art, c'est de faire des expositions liées quand même à Lyon. Le reste, Jean-Louis en a fait ce qu'il souhaitait et il l'a fait magnifiquement bien avec cette relation avec le salon d'automne en acceptant une exposition qui s'appelait alors là voilà, c'était la nouvelle figure, enfin c'est une figuration j'ai oublié le titre, excusez-moi. Oui, non, c'est refigurer, c'était bref, c'est une exposition de Jean Clair et qui a été présentée à l'ELAC. Effectivement, c'était très important cette relation avec Paris, Michel Guy, etc. Et l'autre exposition, et Christian en a parlé, c'est effectivement les œuvres d'art de l'art américain dans les collections privées. Voilà. Bon, et Jean-Louis avait mis, et ça c'est important aussi, avait constitué une sorte de regroupement avec les industriels textiles, en particulier les frères Brochier, qui ont eu aussi beaucoup d'importance pour le développement du projet de Jean-Louis et du nouveau musée. Est-ce que vous m'entendez, ça va? Oui, ça va. Bon, d'accord. Donc, oui, relation avec les industriels du textile et en fait, il y a eu 3 expositions concernant le textile à l'ELAC et moi j'ai pris en cours de route la deuxième exposition qui s'appelait Textile et création, c'était la texture. J'arrive à l'ELAC en septembre 78 et le premier rendez-vous que j'ai, c'est Orlan et Hubert Bezacier qui arrivent et qui me disent ben voilà, c'est bien que vous soyez à la tête de l'ELAC, on vous propose d'organiser un symposium d'art performance. Je ne savais absolument pas ce que c'était. Je connaissais absolument rien dans le contemporain vraiment. Ben j'ai dit oui, pourquoi pas. Et puis ils m'ont dit, et puis on aimerait peut-être accompagner ce symposium d'une exposition qui serait dédiée au mouvement Fluxus. Je connaissais absolument pas le mouvement Fluxus, mais je dirais que on a fait cette exposition en 79, ça doit être en mars, il me semble que c'était mars 79, et cette exposition, ça a été pour moi un choc et a donné un engagement total dans l'art. Voilà. Et ce que je dirais aussi, c'est que ce lieu, le centre d'échange de Perrache, tellement décrié, tellement refusé et encore terriblement refusé par les Lyonnais, pour moi était un lieu absolument formidable. C'était un lieu hybride, c'était un lieu sans aucune force esthétique, mais qui était un lieu de flux. C'était à côté de la gare, c'était dans ce qu'on appelle maintenant le centre multinodal. C'était ce lieu qui amenait une population non pas du tout en connaissance de l'art et qui
été plongée comme ça dans les expositions. Et Fluxus a été l'une des expositions que j'ai trouvées les plus riches par rapport au lieu. Et juste aparté, en 2017, des étudiants de la Sorbonne en master des métiers d'exposition, dirigés par Claire Le Restif, qui est le MACVAL en banlieue parisienne, il a été choisi qu'une exposition de fin d'année qu'ils faisaient régulièrement à Paris ou dans la proximité de Paris, en banlieue parisienne, pourrait se faire peut-être à Lyon. Et ces étudiants ont complètement compris ce qu'était ce lieu et ils l'ont appelé partout, mais pas pour très longtemps. Et pour moi, cette petite phrase dit bien ce qu'était ce lieu. Alors évidemment, je préfère parler de ce sentiment que j'avais par rapport au lieu. Bien sûr que le sol était moche, tous les artistes ne supportaient pas toujours de mettre des sculptures sur un sol carrelé, enfin voilà. Mais c'était un lieu complètement ouvert, et pour avoir retrouvé certains ex-étudiants, je dirais de la fac juste en face, qui est Claude Bernard, ils me disent à quel point aller là qui était important. Le principe émis par les critiques d'art, c'était une exposition liée à Lyon. Donc dans ce cadre-là, nous avons fait Lyon au fil des fleuves, 100 ans d'achat de la ville de Lyon, ce qui était absolument étonnant dans ce lieu de voir des peintures du 19e, moches en général, enfin voilà. Et je l'ai travaillé avec une des critiques d'art, Nelly Collin, qui était aussi critique, je crois que c'était dans Lyon Poche, et nous sommes beaucoup amusés à découvrir des choses incroyables. Et donc aller là, dans ce lieu comme ça, c'était ça. Il y a eu donc Lyon au fil des fleuves aussi. Il y a eu je regarde le temps des gares. Alors, je veux dire que les critiques souhaitaient qu'il y ait une exposition sur Lyon, une exposition consacrée à la création de Rhône-Alpes, et la troisième. Et c'est la troisième qui m'a vraiment sauvée, parce que j'ai pu faire ce que je voulais. Et je cite les quelques expositions qui ont fait que ce lieu, cet élac, a été reconnu quand même par le milieu professionnel, à la fois le milieu parisien et le milieu professionnel. Donc, c'était... Et je me suis chaque fois entourée de commissaires. Et Christian a cité Alain Char, et Alain Char a pour moi été un compagnon formidable, parce qu'il m'a beaucoup appris. Et il enseignait à l'école des Beaux-Arts de Lyon, et il enseignait effectivement à la fac. Et la plupart, un certain nombre de ces étudiants qui ont été cités aussi, Cassem Noir, François Perrodin, Jean Piton, etc., venaient à chaque montage d'exposition et étaient complètement pris dans le bain de la préparation de ces expositions et la rencontre directe avec les artistes. Donc Europe 80, j'ai détourné une commande de l'Association des critiques d'art de dire on va travailler avec les 3 villes qui sont jumelées avec Lyon, Milan, Francfort et Bristol. Et je ne voyais pas comment, et puis les artistes lyonnais, et je ne voyais pas comment m'en sortir. Et donc j'ai demandé à Alain Char, et nous avons fait ensemble Europe 80, c'est-à-dire qu'il y avait 3 artistes français, Sarkis, oui, pas tout à fait français, Sarkis, Paul Armangette et Tania Moureau, maintenant académicienne. Il y avait en Angleterre Tremblay, Flanagan et Victor Bergin. Pour l'Allemagne, c'était les Bécher sont les seuls qui ont simplement envoyé des œuvres. Klaus Rinke et le troisième, j'ai oublié le troisième allemand, les Lesguen, bien sûr. Et puis, pour l'Italie, c'était Giulio Paolini, Mario Mers et Calzolari. Calzolari n'a pas voulu, avait accepté l'exposition, mais quand il a vu l'espace, il est venu avec son marchand et il a dit « cet espace n'est pas pour moi » et il s'est retiré de l'exposition. Il avait son nom dans le catalogue, etc.
Et donc tous ces artistes, et je pense que c'était prémonitoire quand même, en 1980, ont travaillé sur le lieu, sur Lyon, sur l'histoire de Lyon, sur voilà, sur la situation lyonnaise, etc. Et ça a donné des œuvres fondamentales dont un certain nombre se retrouvent dans la collection du FRAC. Je pense à Victor Berguin, je pense à Paul Armangette et peut-être à d'autres. Voilà. Et c'était, bon, je ne peux pas décrire parce que ça serait trop long, mais en tout cas, c'était une exposition qui était formidable et qui était vraiment, à mon avis, je sais qu'après, il y a eu un certain nombre de lieux, puis ça s'est vraiment développé, mais de travailler vraiment des œuvres en fonction du lieu. Voilà. Et puis, bon, je passerai sur les autres expositions, mais ce que je veux dire, c'est que ça a été important aussi, c'est que c'était un lieu complètement interdisciplinaire. C'est-à-dire que on a parlé du développement de l'art, mais ça a été un développement culturel absolument incroyable, avec la danse, le théâtre, ça c'était plus attendu, mais la danse et la préfiguration de la maison de la danse a eu lieu à l'ELAC par la présentation chaque jour pendant une semaine entre deux expositions de création de danse, dont Marie Ziguera, etc. Donc chaque jour, il y avait un spectacle différent de danse qui était consacré effectivement et qui était en relation avec le lieu. Il y en a un qui s'appelait les lacs des cygnes, par exemple. Voilà. Enfin, et nous avions à côté donc de l'espace d'exposition une salle, la salle Mermillon, qui a permis aussi énormément de manifestations plus engagées, je dirais, et Georges Ray, j'espère qu'on en reparlera tout à l'heure, il aurait dû être présent, malheureusement il n'est pas très en forme, mais Georges Ray a fait ce qui s'est appelé les lacs vidéo, c'est-à-dire que à partir de 79, une séance par semaine en relation avec le consulat des États-Unis, par exemple, qui nous a beaucoup aidé pour faire venir des artistes, ou l'American Center Paris, qui nous permettait, en présentant, par exemple, Bill Viola était présent quand on a montré un certain nombre de pièces en vidéo, etc. Merci beaucoup Marie-Claude. Je vais passer la parole à Nathalie Erginot qui va nous parler d'une part de l'association du nouveau musée, puis dans la foulée, pour ne pas trop hacher les présentations, de l'installation du nouveau musée en 82 dans l'école de rue Dollard à Villeurbanne. Voilà. Merci Nathalie Blandine. Erginot, juste un mot sur toi Nathalie. Ah, Qui a été directrice d'un FRAC dès 1994, directrice du MAC, Musée d'Art Contemporain de Marseille, de 2001 à 2005, et surtout, et c'est la raison pour laquelle c'est elle qui intervient, qui a succédé à Jean-Louis Mauban alors que le nouveau musée était devenu IAC, de 2006 à 2024. Je te laisse la parole. merci Blandine. Désolée avec cette impatience relative, mais en effet, mon propos ne sera pas incarné comme le tien, Marie-Claude, ou comme le tien, Christian, puisque ces années-là, je ne les ai pas vécues, mais en même temps, c'est avec un grand honneur que je suis amenée à représenter Jean-Louis Mauban, ayant été son premier successeur, j'allais dire, puisque aujourd'hui, je suis moi-même, quelqu'un m'a succédé depuis peu, qui est présent dans la salle, qui est Isabelle Reyer. Donc cette histoire du nouveau musée à l'IAC se poursuit. Au demeurant, en 2028, on arrivera effectivement à 50 ans l'histoire, puisque pour nous toutes et tous, du nouveau musée à l'IAC, ça reste une continuité. Et donc, vous narrez en effet le mieux que je puisse, et avec toutes les remarques qui seront les vôtres, que après les lacs, Jean-Louis, je dirais, a la chance d'un ambassadeur un peu ému par les expositions de les lacs, lui propose un voyage d'études aux États-Unis sur les lieux et les musées d'art contemporain.
ça nourrit sa réflexion. Il rassemble des groupes de personnes de milieux différents, architecture, artistes, milieu économique, mais aussi beaucoup liés à la notion de financement potentiel, des figures comme Robert Brochier, Georges Vernet-Caron, Michel Daclin, Jean-Pierre Michaud et bien d'autres, avec qui les réflexions seront vives, puisqu'il s'agira de savoir à un moment comment monter un projet, alors au départ à Lyon, qui soit l'équivalent d'un musée d'art contemporain, mais qui n'ait peut-être pas de collection. Alors, avec ou sans collection, avec ou sans mur, question posée aussi, avec des financements privés, mais pas que. Bon, ça donne à un moment le dépôt de statuts qui travaille, donc qui se propose de faire l'étude d'un musée d'art contemporain pour la communauté urbaine de Lyon. Et donc, en effet, on va voir que finalement, voilà, Lyon et son extension. Enfin, là, moi, je serais pas assez compétente, qualifiée pour vous évoquer les notions à géométrie variable de la notion de la ville de Lyon et alentour. En tous les cas, avant même de pouvoir mettre les pieds dans le lieu que nous connaissons tous aujourd'hui, il y a eu une partie importante de programmation. Et c'est ça que je voulais signifier, parce que, par exemple, des séminaires ont lieu. Marcia Tucker est invitée aux côtés d'autres grands professionnels de l'art contemporain. Alors c'est vrai que c'est pas par hasard non plus, suite à ce voyage aux États-Unis, que ça soit Marcia Tucker, c'est la directrice et la fondatrice du New Museum à New York en 77, et justement c'est assez étonnant parce que elle veut vraiment marquer le coup sur la notion de contemporanéité, de création en train de se faire, et donc le principe de la collection sera décidé, même si ça n'ira pas jusqu'au bout, sur le fait de renouveler la collection tous les 10 ans. Donc il y avait déjà cette idée d'une collection quand même, mais renouvelable tous les 10 ans, etc. J'ai pas l'occasion, le temps d'évoquer PS1, mais ça aurait été intéressant aussi parce que ça rentre dans cette matrice, cette conception au sens large qui donne, alors n'en déplaise même à Thierry, excuse-moi, mais de centre d'art contemporain tel que l'a pensé Jean-Louis Mauban à ce moment-là. Et le nouveau musée, tel qu'il est déposé avec ses statuts, c'est vraiment cette boutade, pratiquement, du nouveau musée, qui est effectivement sans collection. Donc, parallèlement, des événements en lieu, comme il disait Jean-Louis, mais les disciplines, inviter Merce Cunningham aux côtés de John Cage ou David Tudor, des expositions qui vont se dérouler à la tour du Crédit Lyonnais, au Club de la Presse. Alors, si j'ai bien compris, à la tour de la Caisse d'épargne et dans tous les cas aussi à l'auditorium, différents événements, expositions. Donc, très rapidement, Christian l'évoquait sur l'aspect international. Donc, c'est vrai que, mais ça n'empêche que il invite des artistes comme Daniel Orsier, Jean-Paul Luftier. Enfin, voilà, c'est pas qu'une dimension internationale à ce moment-là. Il y a Gilbert and George, en effet, Georges Brecht. L'art vidéo, en effet, aussi, dont on parlait tout à l'heure, donc il sera présenté à ce moment-là. Et moi, j'ai relevé quelque chose qui me touche beaucoup, parce que c'est quelque chose que j'aurais rêvé de mettre en œuvre. C'est l'invité à l'année. Alors, dès 80, il invite la résidence qui fait, bon, évidemment, une résidence, ça ne veut pas dire à temps plein, mais qui permet à l'artiste de venir et revenir. Donc, la première année en 80, c'est Daniel Buren qui intervient, puisqu'il n'y a pas de mur, dans l'espace urbain, et notamment sur les sculptures, statues de la ville de Lyon. On comptera une centaine d'interventions. Il se trouve que là, dans Tony Craggs, ça va suivre Buren, mais on n'a pas à retrouver... là, je présente les ponctuations de Daniel Buren. Alors, c'est une petite parenthèse pour vous dire que les livres que je manipule, là, c'est des publications qui ont été éditées à l'occasion des 30 ans, on va dire, de l'IAC.
Et donc c'est Jean-Louis Mauban qui a instruit, qui a été qui a fait la conception éditoriale des 2 ouvrages que j'ai en main et qu'ils sont toujours consultables, même si je crois qu'on est en phase d'épuisement maintenant de ces publications. Et Tony Cragg, l'année suivante, est le deuxième invité. Lui, il sera invité d'ailleurs à Villeurbanne dans le cadre d'une usine qui s'appelle l'usine Gauthier, et il aura la possibilité de réaliser un nombre d'œuvres important qui pour nous sera à l'IAC très très juste aussi, parce que ce qu'on appelle le stack, je crois que Jeanne Rivoire, je l'ai aperçu, qui est chargée des collections à l'IAC, pourrait nous parler de cette œuvre à foison. En fait, voilà. Donc, ce sont des moments clés. Et juste les derniers artistes, même si on les voit pas nécessairement à l'image, mais je voulais les citer, qui vont faire un travail d'affichage qu'on pourrait qualifier conceptuel, qui sont Jenny Holzer et Peter Nadine. Donc évidemment j'ai oublié des noms, mais c'est vrai qu'on est dans cette dimension d'intervention dans l'espace public qui parallèlement à la recherche finalement quand même d'un lieu et le fait de pouvoir lancer un programme au sens un programme d'exposition, etc., qui soit quand même facilité par un lieu même. Finalement, le projet tel qu'il est, avec ses statuts et avec ce qu'on est en train d'évoquer, il est présenté à la ville de Lyon, mais au bout du compte, c'est la ville de Villeurbanne qui, dès 80, accède à cette demande et propose. Donc c'est Charles Hernu, qui sera le futur ministre de la Défense sous Mitterrand, et qui est à l'époque déjà bien le maire de Villeurbanne, et qui propose 2 lieux possibles, et le choix sera fait sur l'ancienne école Jules Ferry, qui était à l'époque, qui était déjà plus à l'époque un centre de formation désaffecté. Alors est-ce que d'ailleurs on arrivera bon, en gros, c'est tellement touchant, l'espace là, évidemment vous voyez pas, puisqu'il y a, bon bref, donc on se retrouve avec un bâtiment, une ancienne école. C'est Jean Piton, c'est ce que j'avais pas relevé à ce moment-là, parce que je me demandais toujours pourquoi c'était si joliment jaune. Donc c'est quand même beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie des artistes. Donc dans tous les cas, on rentre dans cet espace avec une énergie incroyable. Effectivement, les artistes, les étudiants se mettent au travail, et on se retrouve avec un ensemble de projets monographiques. Finalement, voilà, ce qui va caractériser la programmation de Jean-Louis Mauban, c'est vraiment ces 1200 mètres carrés qui permettent finalement, puisque pour Jean-Louis Mauban, c'est l'art se travaille, l'art s'étudie, et donc l'enchaînement de Richard Prince à Anish Kapoor 83, Carl André, Bouetti, Buren de nouveau, Luciano Fabros, Mario Mers, Jeff Hall, Anka Wara, Laurence Wiener, Martha Rosler, Don Graham. En fait, cette idée de faire focus sur à la fois des artistes en tant que tels, mais de travailler la question de l'art et société, de travailler aussi des angles plus géographiques, mais plus d'un point de vue artistique, comme l'Arte Povera. On a vu à quel point la présence italienne est forte. Du point de vue aussi féminin, je tenais à dire que très tôt, Jean-Louis Mauban a posé la question du féminin, moi-même quand il m'a accueilli. Et c'est vrai que si on devait lister toutes les artistes présentés à l'IAC, ex-Nouveau Musée, de Jenny Holzer jusqu'à Martha Rosler, en passant par Jacqueline Doriac et d'autres. Donc c'est quelque chose qui lui importait beaucoup. Donc sur le plan théorique, on ne va pas plus développer, des éditions, un approfondissement très important de l'art en train de se faire. Et puis la question de l'architecture et de la ville, qui sera largement aussi développée avec une exposition qui s'appelait Artistes Architectes, architecture
radical et un intérêt les dernières années tout particulier pour les œuvres, l'œuvre de l'artiste et architecte Yona Friedman. Donc, malgré tout, si tu permets, je vais quand même évoquer 2 dates qui vont suivre. 92, c'est la réfection, la rénovation du nouveau musée avec ce bâtiment qui arrive et qui le met au niveau d'un des premiers centres d'art contemporain en termes d'équipement, évidemment artistiquement, ça va sans dire, et qui pose le mot institut à côté de nouveau musée, et qui d'une certaine façon déjà propose la notion d'aller encore plus loin sur la question de l'approfondissement. C'est le moment aussi de l'école des hautes études de Pontus-Sulten, où un partenariat se met en place avec le nouveau musée. Et puis 98, c'est la date de fusion entre l'Institut d'art contemporain et le FRAC Rhône-Alpes. Et ça, c'est une autre histoire. Merci infiniment. Donc, nous allons revenir en arrière, puisque c'est Anne Dary qui va nous parler du FRAC. Anne Dary, historienne d'art, surtout conservatrice de musée. Non, elle commence. Elle est fondatrice, un des membres fondateurs de l'association du Coin du Miroir, qui deviendra centre d'art à son heure. Elle travaille au CRACAP à la Maison de la Culture. De Chalon-sur-Saône, oui, pardon. Stagiaire commissaire d'exposition au musée d'art et d'industrie de Saint-Étienne de 77 à 82, et en 83, Christian Bernard la nomme première directrice du FRAC Rhône-Alpes à Lyon. Depuis, elle a dirigé un certain nombre de musées, celui de La Roche-sur-Yon, les musées du Jura et le FRAC de Franche-Comté, et elle a terminé sa carrière au musée des Beaux-Arts de Rennes. Voilà, donc Anne va nous expliquer en 10 minutes son activité au FRAC Rhône-Alpes. Tiens. C'est bon. Vous m'entendez? Voilà, bonjour. En fait, toute la politique qui va arriver à partir de 81 et... Pardon? Contre le micro. Ah, pardon. En fait, tout ce travail qui a pu être réalisé à partir de 81 et l'arrivée de Mitterrand, c'est grâce à Jacques Lang, qui était le ministre de la Culture et qui va consacrer énormément d'argent pour la culture et dans tous les domaines. Donc, puisqu'il y avait 1% du budget de l'État pour la culture, ce qui ensuite n'est jamais arrivé de nouveau. Parce qu'en fait, c'est quand même l'argent, c'est le nerf de la guerre, hein, vous savez bien. Et en fait, c'est aussi bien dans le domaine de la photo, du cinéma, de l'éducation artistique, du patrimoine, des musées, du théâtre, de la musique. Et il va y avoir un homme qui s'appelle un énarque, Claude Mollard, qui va être chargé de mettre en place les fonds régionaux d'art contemporain, donc un FRAC par région. Et donc, tous ces FRAC existent toujours. Donc, moi, j'ai été nommée pour diriger le FRAC Rhône-Alpes et je suis arrivée en janvier 83. À l'époque, Christian Bernard était arrivé déjà depuis le mois d'août et avait créé l'association support du FRAC et donc mis en place le conseil d'administration et également le comité technique d'achat. Alors, ce comité technique d'achat était constitué de gens très compétents, très variés, et ça avait été pour un exercice très stratégique pour Christian, puisqu'il fallait à la fois que toutes les villes soient représentées. Donc il y avait des conservateurs de musées de Grenoble, avec Gaudibert, de Saint-Étienne avec Bernard Cesson, de Valence, de Chambéry avec Françoise Guichon. Voilà, donc c'était, il y avait déjà cette partie, mais aussi, par exemple, il y avait le président de l'association des critiques d'art lyonnais, Robert
Buteau. Il y avait François Boulet, qui était un collectionneur lyonnais. Bernard Noël aussi, qui est écrivain et poète. Il y avait un Italien, Giovanni Giopolo, et un Suisse, Jean-Luc Daval, grand historien de l'art. Donc c'était un comité d'achat très de haute volée, on va dire, parce qu'en fait il fallait quand même beaucoup ménager les susceptibilités de l'époque. Parce qu'il y avait des gens, en fait, à l'époque, on nous tirait vraiment à boulet rouge, parce qu'on était à la fois des gauchistes, l'art contemporain n'avait pas très bonne presse, donc il fallait renverser un peu la vapeur. Hein. Et même dans notre comité d'achat, il y avait des personnalités qui n'étaient pas très favorables. Hein. Je citerai juste Didier Semin, qui est un de mes amis, un de mes grands amis, mais qui avait écrit dans Libération une chronique sur les fracs et qui était quand même assez virulente. Et je me souviens toujours de ces articles, fric-frac, enfin bon, beaucoup de choses qui n'étaient pas, enfin très agréables quand même, il faut bien le dire. Alors moi, quand je suis arrivée, j'avais un petit bureau à la DRAC Rhône-Alpes qui était basé dans des locaux un peu précaires à Fourvière. Mais c'était très agréable en fait. C'était au milieu des champs. Et à partir de ça, il a fallu tout faire en fait, puisqu'il y avait juste un bureau. Donc embaucher du personnel, une secrétaire, un technicien, quelqu'un qui fasse la médiation, etc. Il a fallu réunir le conseil d'administration, les comités d'achat. Une fois qu'on avait décidé d'acheter des œuvres, il fallait les faire venir, et puis trouver un local pour les stocker. Voilà, donc c'était vraiment... il y avait rien, quoi, si vous voulez. Quand moi je suis arrivée, il y avait rien, que juste un petit bureau. Donc, mais c'était à la fois très exaltant. Enfin, moi, je garde un très très bon souvenir de cette période. Bon, il me reste plus que 5 minutes. Donc, une fois que tout a été mis en place, il a fallu faire aussi des expositions. Donc, on a commencé très très rapidement à faire des expositions dans la région, dans les principales villes de la région, mais aussi à l'étranger. On avait fait une grande exposition avec le FRAC Nord-Pas-de-Calais à Charleroi, au Centre d'art de Charleroi. On avait fait une exposition à Paris, parce que tout le monde était quand même très curieux du FRAC. Et je pense que cette expo à Paris, c'était à l'hôtel de Rothschild, en 84, a fait beaucoup taire les critiques, puisqu'on a vu la qualité des œuvres. Et donc là, c'était un peu notre gloire. Alors, après, on avait... Juste parler encore, puisqu'il me reste 5 minutes, de la collection, puisqu'on a monté une collection avec vraiment rien au départ. Donc, on a fait des lignes d'achat qui étaient très éclectiques, mais en même temps très complémentaires, hein, parce que c'était à la fois de l'art lyonnais, hein, plutôt art régional, parce qu'il y avait des artistes de Saint-Étienne, de Valence, enfin de toute la région, et de Lyon, beaucoup de Lyon. Donc, ouais, tu as commencé à passer. Ça tourne, voilà. Donc, à la fois, donc, qui a parlé déjà des artistes, qui a cité les artistes, c'est Christian. Donc je redirai pas tous les noms des artistes, Denis Lager, Aubanel, Max Schoendorf, qui font partie de cette collection et qui représentaient la région. Puis après, il y avait aussi une ligne sur la figuration libre, qui était que des jeunes artistes qui sortaient qui étaient vraiment nouveaux sur la scène artistique, comme Di Rosa, Boiron, Combas, Georges Rousse, Charles Blé. Ensuite, il y avait une ligne sur la figuration narrative,
donc avec des gens qui étaient la génération au-dessus, de Gilles Ayot, Monory, Rancillac, Fromanger, Hervé Télémaque. Alors vous m'excusez, ça fait un peu liste comme ça, mais je pense que voilà, c'est important de dire les noms des artistes. Il y avait, alors là c'était un petit peu, on va dire, voilà, on a eu aussi acheté quand même 3 peintures de Gerhard Richter, qui sont quand même un des fleurons de cette collection. On a aussi acquis, il y avait toute une ligne sur la sculpture. Alors la sculpture anglaise, qui est émergée, qui sortait de l'ombre à ce moment-là, avec donc Tony Cragg par exemple, parce qu'en fait on a beaucoup profité aussi des artistes que faisait venir Jean-Louis Mauban pour ses expositions. Donc par exemple on a acheté des œuvres de Tony Cragg, mais aussi donc Bill Woodrow, Deacon, Flanagan, puis des jeunes artistes français comme Jacques Vieille, Jean-Luc Villemout, Étienne Bossu. Une grande artiste aussi qui qu'on vient enfin de revoir le travail, qui est Magdala Abakanovic. Donc il y avait beaucoup de sculptures. C'est une grande, enfin je pense des artistes aussi comme Karl André. Ça aussi c'était une œuvre qu'on a achetée à la suite de l'exposition du nouveau musée, Sol Lewitt. Et puis des artistes de l'Arte Povera, Anselmo, Fabro, Boetti, Giulio Paolini, qui avaient aussi exposé au nouveau musée. Et ensuite, il y avait aussi une ligne sur la photo plasticienne, Christian Boltanski, qui avait été acquis à la suite de son exposition au nouveau musée, les Becher, Cindy Sherman, Balthazar Burkhardt, Paul Armangette, Boyd Wade, Annette Messager. On avait un petit ensemble de design avec surtout le groupe Totem, Nathalie Dubasquet. Et puis ensuite il y avait aussi eu quelque chose qui est un peu à part, puisque là c'était un critique d'art, enfin historien de l'art plutôt, Jean-François Chevrier, qui avait été chargé de constituer toute une collection de photos, photos, dans l'idée que Lyon, c'est une ville, c'était la ville de la photo, quoi. Malheureusement, cette collection, elle est à Saint-Étienne, elle n'est plus à Lyon. Voilà. Comment ? Voilà, je pense que je vais passer après ces longues. Bon, merci beaucoup, listes. Anne. On voit bien que l'ensemble de cette collection reflète aussi l'activité des différentes institutions lyonnaises et au-delà. Alors maintenant, nous passons la parole à Thierry Raspail. En un mot et demi, formé à Grenoble, fait une thèse sur le musée n'est pas un lieu d'histoire de l'art, c'est normal. Ce n'est pas le lieu de l'histoire. Le lieu. Pardon. Et donc, Thierry qui va nous expliquer l'énergie incroyable que la ville de Nantes va lui demander d'avoir pour créer... De Nantes T'es payé par les Bretons. De Lyon, pour créer non seulement un musée d'art contemporain, mais une série d'événements autour de l'art contemporain. Thierry, à toi. J'ai quoi, 17 secondes? Non, tu as exactement tes 10 minutes. Parfait. Bien, moi, l'histoire avec Lyon commence par un coup de fil que je reçois de la DMF, donc la Direction des musées de France. Je rentrais précisément d'une mission à Bamako où on venait d'ouvrir le musée national du Mali. J'avais fait donc cette thèse sur la question du musée et donc mon interlocuteur de la DMF qui savait que je voulais quitter Grenoble, j'étais assez en désaccord avec mon directeur de l'époque qui entre autres était au comité du FRAC, mais enfin un type très bien qui avait créé l'ARC à Paris, etc. D'extrême gauche, fils de général, c'est assez intéressant, c'est normal. C'est normal. Et donc, mon interlocuteur de la DMF me dit « Ah, on a pensé à un poste pour toi, un poste formidable.
il n'y a pas de collection, il n'y a pas de budget, il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de bâtiment. Et j'ai dit donc, super, il y a un fort potentiel, c'est du genre, vous achetez une ruine et à vous de vous débrouiller avec. Sauf que là, il n'y avait pas de ruine. Et il ajoute, c'est à Lyon. Et là, 2 minutes de silence. Oh, je réponds oui, bien sûr, puisque je voulais vraiment partir de Grenoble. Mais enfin, tout ce qui a été dit sur l'énergie de Lyon en 83, ça se manifeste de façon un peu plus dispersée, ventilée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'idée d'une structure. C'est surtout une ville extrêmement réfractaire à la création, globalement, avec notamment, et heureusement les choses ont beaucoup changé, un musée des Beaux-Arts avec une très belle collection, mais qui se pense comme un blocos. La mission qui va m'être confiée est assez simple. Créer une collection et un musée à moyen terme, avoir donc une programmation propre, dans un espace qu'évidemment je n'ai pas, créer et coordonner une manifestation annuelle qui n'existe pas et qui va se dérouler sur le territoire de l'agglomération, qui s'intitulera Octobre des Arts à la lyonnaise. L'adjoint à la culture me dit tous les mois sont pris, il reste que le mois d'octobre. On va pas s'ennuyer, il emploie d'autres mots, il dit Octobre des Arts. Alors, avec un nom aussi ridicule, il fallait mettre derrière quelque chose d'un certain contenu. Et c'est vrai, Christian a raison, le premier Octobre des Arts en septembre 84, est un peu éclectique. Assurer la direction artistique de l'ELAC, Marie-Claude restant directrice pour assurer, de toute façon on travaille ensemble, et puis arrive la direction artistique de l'Artothèque et à partir de 87 un espace dédié à l'art contemporain à l'auditorium. Donc j'arrive, on n'a pas de lieu, pas de budget, etc. Mais évidemment, sachant que le musée ne serait pas créé tout de suite, administrativement, on me rattache, si j'ose dire, à ce musée des Beaux-Arts, et c'est la raison pour laquelle je demande immédiatement une autonomie totale, une équipe, un budget propre, et surtout un inventaire, puisque comme vous le savez, l'inventaire, c'est la structure, le noyau, on va dire l'identité, même si j'aime pas le terme, du musée. Et tout ça est relativement accordé. Alors, là, nous sommes en septembre 83 et je dois ouvrir quelque chose en un an, en septembre 84. Oui, là, j'ai décidé de passer un certain nombre d'images qui vous rappellent, qui rappellent rien, mais qui illustrent un tout petit peu la programmation. L'équipe, donc très vite, 3 personnes. Donc moi, je commence par moi, désolé, donc j'étais conservateur pour l'art contemporain dans la ville de Lyon. C'est-à-dire que c'était typiquement lyonnais. C'est-à-dire que comme le musée n'existe pas, je peux pas être attaché au musée des Beaux-Arts, donc c'est dans la ville de Lyon, mais néanmoins, je dois travailler sur l'agglo. Voilà, sans évidemment aucune autorité pour travailler sur l'agglo. Je fais venir quelqu'un qui sera mon adjoint, que j'avais embauché comme gardien au musée de Grenoble, qui s'appelle Thierry Prat, qui aura un rôle important dans la gestion du musée, notamment dans la régie. Et la 3e personne, c'est une secrétaire, Martine Petit, absolument polyvalente. Donc on est 3 là-dessus, on parvient péniblement à convaincre la ville d'avoir une 4e personne, gracieusement un objecteur de conscience, et c'était donc un scandale, c'est le premier objecteur de conscience qui est arrivé à Lyon. Et puis, quelques temps après, est arrivée une jeune stagiaire qui avait la niaque, c'était Isabelle Bertolotti, mais ça c'était un tout petit peu plus tard. Voilà. Et donc avec ça, il fallait qu'on réalise un petit peu le programme. Alors, le lieu, il y en a pas, donc je cherche un lieu un peu partout, et miracle, les services techniques de la ville de Lyon quittent une partie du Palais des Beaux-Arts, côté rue Herriot, et c'est là que nous allons nous installer sur 2 niveaux, 2 salles de 500 mètres carrés, séparées par la trésorerie municipale. Voilà, donc c'était assez commode comme histoire. Alors évidemment, on n'a pas de service éducatif, on n'a pas de réserve, etc. Voilà, mais ça, pendant très longtemps, des œuvres tout à fait importantes, notamment celle de Georges Brecht, artiste très important avec Robert Filliou, voir la prochaine Biennale de Lyon, pour Filliou, pas pour Brecht, sont stockés sous des escaliers. Enfin voilà, heureusement que la DMF était assez large à notre égard. En tout cas, on leur montrait pas les lieux dans lesquels nous travaillons. Donc on est dans le musée Saint-Pierre, totalement indépendant, on n'est pas totalement un musée, et on s'intitule Saint-Pierre Art Contemporain. Voilà.
Alors pour moi, évidemment, tout est urgent, surtout l'ouverture de 7 octobre 84, mais évidemment, je m'investis beaucoup sur la collection, puisque comme je l'ai dit, c'est ce qui structure un musée. Donc l'idée, c'est d'être extrêmement spécifique, c'est-à-dire qu'il fallait que ça ressemble à rien, mais en même temps complémentaire avec Grenoble et Saint-Étienne, qui, en termes de musée, étaient les deux référents en Rhône-Alpes. Je parle en termes de musée, pas en termes de nouveaux musées, ni de centres d'art. Donc, mon programme est assez simple. Je suis en train d'illustrer ce que j'ai développé dans ma thèse avec Louis Marin. Donc, pas d'échantillonnage. Donc, on évite justement d'être représentatif, la sculpture anglaise, enfin tout ça. Mais c'est plutôt one shot. C'est-à-dire, c'est Marina et Ulay Abramovic et pas toute la performance. C'est Nam June Paik ou Bill Viola et pas tout l'art vidéo. C'est Phil Brecht, par exemple, et pas tout Fluxus. C'est prendre des axes comme ça et c'est travailler avec ces artistes sur des choses qui à l'époque sont rares, c'est-à-dire essayer de produire des pièces. Donc, ma première réflexion, c'est OK, on va essayer de produire des pièces, mais il nous faut quand même des bases. Et donc là, je suis à la recherche de quelques œuvres des œuvres et pas des artistes, qui sont un petit peu paradigmatiques, c'est-à-dire lesquelles vont constituer une base. Alors, j'en cite deux. Les plus simples, c'est Fontana, par exemple, avec l'ambiance spatiale de 67. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'art, en 49, il fait une chose qui ressemble à rien, et en 67, Fontana fait quelque chose qui est à l'origine de l'environnement. Et puis, deuxième exemple, Nam June Paik, à qui je demande, un peu plus tard, là on a dépassé la frontière, mais de reconstruire l'exposition formidable de Wuppertal en 63, qui est la première irruption de l'art vidéo dans l'histoire de l'art. C'est 13 TV moniteurs, je lui demanderai d'en refaire un certain nombre, il me dira ok, je te fais ce que je peux, puisque je veux pas faire défaut, donc j'utiliserai la technique qui est encore disponible à ce moment-là. Donc, l'idée et le premier contact avec les artistes, c'est produire des pièces inédites qui n'ont jamais été vues ou qui n'ont jamais pu être réalisées, soit qu'elles étaient trop grandes, trop grosses, trop lourdes, trop chères ou trop invisibles. Et puis, l'idée de la collection, c'est qu'elle va déterminer les expos temporaires. C'est-à-dire que c'est pas des expos temporaires liés à une actualité, c'est la trame, c'est la collection, et pour aller dans la collection, on va inviter tel et tel artiste. Donc on va produire petit à petit des expos temporaires qu'on va acquérir dans leur intégralité. Et comme ça, sans s'en rendre compte, on a commencé à constituer une collection d'expositions. Et ça, c'était relativement unique. Alors, je vais citer quelques noms qui sont des expositions, donc des œuvres qui ont une dimension qui oscille entre 500 et 1000 mètres carrés, qui sont donc de véritables expositions. Alors, après, très vite, j'ai eu beaucoup de critiques. Tu confonds qualité et quantité. Je dis, ouais, mais Matisse l'a bien dit. 3 kilos de bleu, c'est mieux que 500 grammes de bleu. Donc, allons-y. Alors, les artistes, Marina et Ulay Abramovic, que j'avais croisé à la Documenta, ça, c'était absolument formidable. 9 heures de silence par jour, par exemple. Mais pour aller vite, Kossuth, Daniel Buren, Sol Lewitt, Flavin, Brecht, Flavin d'ailleurs qui est très intéressant. J'étais tellement persuadé que c'était un faux que lorsque j'ai reçu une lettre manuscrite de Flavin, je l'ai mis à la poubelle. Je sais pas si tu étais là, Isabelle, déjà. Voilà, pensant que c'était un faux. Et puis j'ai envoyé un fax à l'époque. Rien n'existait d'autre que les fax, c'était très rapide, de façon très prétentieuse, en supposant que c'était pas Flavin, disant oui, à l'occasion, on pourrait toujours passer à Lyon. Et donc c'était bien Flavin, il est venu, on lui a demandé de faire on travaillait avec lui pour une install au 3e étage, sauf qu'il ne pouvait pas monter les escaliers, on n'avait pas d'ascenseur. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec 2 pièces formidables qu'on n'a pas revues depuis longtemps, mais qui sont destinées au hall et à l'escalier côté Herriot dans le Palais des Beaux-Arts. C'est pas grave. Et donc là, ce sont des artistes évidemment de la scène internationale, mais l'idée était bien sûr aussi, bien évidemment, d'associer des artistes d'ici. Et d'ailleurs, la première des productions qui est faite, elle se fait avec Georges Adilon, qui est un des grands artistes français. Il se trouve qu'il est né à Lyon, mais ça qu'il est de Lyon, c'est un pur hasard. Et on produit une pièce qui s'intitule 5-4-84, qui fait 52 mètres par 16-56, et qui est composée de 720 feuilles de 92 par 130 cm. L'idée, c'était très simple. Je suis à une phase particulière de ma vie. Dans 10 ans, je pourrais plus réaliser ce genre de pièce. Qu'est-ce que tu fais, Thierry? Il me parle à moi. La rétrospective qu'on a prévue ou la prod?
Évidemment, s'agissant d'art contemporain avec des phénomènes de vieillissement, de disparition, on va sur la prod. D'ailleurs, c'est pour ça que j'étais fâché avec son épouse pendant très longtemps. Donc, on a alterné des prods d'exposition avec des expos plus conventionnels, par exemple. Soulage en 87, où on a... 86. Oui, c'est 86, mais le catalogue, bon bref, c'est 86. Peu importe, on s'en fout, c'est dans les années 80. Ouais, non, l'idée c'était de ne rien accrocher sur les murs, mais surtout Louise Bourgeois. Et là, c'est assez significatif du statut de Lyon relativement à l'Hexagone. Quand j'ai fait la première rétrospective de Louise Bourgeois, donc ça, désolé, c'est en 90, j'ai dépassé. Inconnu, aucun papier dans la presse nationale. C'est 2 ans après, quand elle a été à Paris, que Libé a titré première exposition en France. Là, vous mesurez la réalité de l'impact de la scène lyonnaise au niveau français et au niveau international. C'est toujours la même chose pour tous les musées de région. Non, mais bien sûr, mais enfin, je parle depuis Lyon. Et donc, la chose qui était très importante avec ces petits espaces, c'est que on modifiait à chaque fois les espaces qu'on adaptait à l'œuvre. Donc aujourd'hui, c'est devenu extrêmement courant. Tous les musées modifient et bricolent. Nous, l'idée, c'était que l'espace devait s'adapter à l'exposition, à l'œuvre. Donc rien de nouveau, c'était simplement importer des espaces alternatifs de New York notamment, et puis surtout autour de Bruno Zevi et Carlo Scarpa, qui sont des gens tout à fait importants dans la scénographie italienne. Octobre des Arts. Donc la première apparition de ce qui s'appelait Saint-Pierre Art Contemporain, c'est en Octobre des Arts. On réalise à peu, mais quand même avec l'équipe de l'ELAC, un certain nombre d'expositions. Il y a 11 expos monographiques qui sont organisées par le musée. Je rappelle que nos premières réunions avec Rudy Bohr, qui était graphiste, se faisaient à 6 heures du matin et qu'on terminait à 22 heures. En même temps, on militait pour les 35 heures hebdomadaires. Voilà. Donc, et il y en a 64 qui sont coordonnés sur l'ensemble du territoire. Voilà. C'est très éclectique et c'est souhaité. Et c'est la première fois qu'on montre une partie de la collection. En 85, je vais essayer de structurer un peu plus. On aura un regard sur le pop art, mais le pop art élargi, puisqu'on n'aura pas Olozzi, qui, comme vous le savez, un des inventeurs du pop en Angleterre, avec Richard Hamilton. On aura Schifano, qui en Italie prend sa part d'un certain pop art. Et puis on aura, j'avais choisi évidemment Ed Ruscha, qui représente la côte ouest, on va dire, enfin qui représente rien, qui fait son art tout à fait important. C'est vrai que le Ruscha qu'on a pu acheter à l'époque était d'un montant négocié très très peu cher. Ça plus rien à voir évidemment avec les phénomènes de marché. Octobre des Arts, donc là je saute à un moment, en 88, je décide de faire une seule exposition. Je la fais avec Maurice Bessé. Merci Christian d'avoir cité Maurice Bessé, légateur testamentaire de Corbu, conservateur au musée d'art moderne qui débarque à Grenoble et à Genève. Et c'est le Centre Pompidou lui avait demandé pour les 10 ans de faire une exposition inaugurale. Et elle n'a pas pu être faite. Et donc j'ai repris une partie de ce projet qu'on a fait ensemble. Enfin, moi j'étais là simplement pour compter le nombre d'œuvres et les montants financiers, autour de la couleur seule, l'expérience du monochrome, qui commençait avec le blanc sur blanc de Malevich. D'ailleurs, c'est assez intéressant, pour que le blanc sur blanc de Malevich sorte du territoire américain, sachant que cette œuvre est sortie de façon illicite d'Union soviétique, c'était encore l'Union soviétique, il fallait que le territoire soit neutre. Donc on a transformé le 3e étage de Saint-Pierre Art Contemporain en territoire américain. Ça s'est fait de façon administrative et je trouvais ça formidable. C'est une espèce de transsubstantiation. Tout le monde passait aux États-Unis sans le savoir, quoi. Voilà, c'était vachement bien. 52 000 visiteurs, c'est très peu par rapport aux chiffres qu'on voit aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même Warhol, Kelly, Reimann, etc. Ça allait jusqu'à Armleder. En gros, de Malevich à Kapoor. Là, c'est là qu'on a pu acheter d'ailleurs un très beau Kapoor, et encore une fois, pas très cher. Cette expo est super importante, puisque c'est à partir de ça que j'ai pu négocier avec l'État et avec le maire. L'idée de la Biennale d'art contemporain, c'est ça qui a créé la Biennale d'art contemporain. Et quand je suis arrivé
face à Michel Noir, maire de droite, parce que contrairement à Christian, moi j'ai travaillé avec la gauche en haut et avec la droite en bas, ou l'inverse, hein, comme vous voulez. J'ai eu cette grande chance justement, et quand Michel Noir a vu que l'État a doublé le projet sur lequel j'étais, il a tout de suite marché. J'avais proposé à Michel Noir, à l'issue de la réussite, je dirais, de la couleur seule, de faire une manifestation comme ça chaque année. Il m'a dit non, vous plaisantez, c'est beaucoup trop cher, on la fera tous les 2 ans. Donc j'avais déjà les 2 ans. Après, c'est une affaire d'enchaînement et on a eu beaucoup de chance. La Biennale est partie en 91 et ça a été le début d'un dialogue compliqué, notamment avec Paris, puisque Lyon, qui est une ville illégitime, avait volé la Biennale de Paris à Paris. Et donc, il a fallu quand même pas mal de temps avant d'avoir de bons papiers de temps en temps à Paris, alors qu'on en avait plutôt de très bons, disons, en Europe et au-delà. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup. Merci Thierry. Bien, alors Christian est toujours avec nous, ce qui est assez formidable. Christian, est-ce que tu aurais quelque chose à dire à l'ensemble des intervenants et alors, sur les différentes interventions? Excuse-moi, j'ai mal compris la question. Alors, comme tu es toujours avec nous, ce qui est formidable, est-ce que tu aurais une question à poser ou quelque chose ou une remarque à faire à un de nos intervenants? Je n'ai pas pensé à ça. Mais je pense que chacun des intervenants, et c'est aussi mon cas, a parlé de son point de vue et du point de vue de son expérience. Et évidemment, il faudra bien qu'un jour, peut-être est-ce déjà fait, l'ensemble de ces points de vue soit en quelque sorte revisités pour les rendre compatibles en les arrachant aux subjectivités qui les ont conservées. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que je censure sans m'en rendre compte et d'autres que je surestime parce que j'y ai pris une part quelconque. En tout cas, ce que je voudrais dire à mes camarades, c'est que notre problème, il était au quotidien un problème d'intendance, un problème de logistique, un problème de diplomatie, quantité de choses qui n'apparaissent pas dans les expositions, heureusement, enfin peut-être heureusement, et nous avons proposé des expositions sans l'arrière-fond, sans les coulisses, sans toutes les difficultés qu'il a fallu affronter et que Anne Dary ou Marie-Claude Jeune ou Thierry Raspail ont voulu et su affronter. La région Rhône-Alpes ne mesure peut-être pas suffisamment le rôle de ces acteurs parce que justement ce rôle est nécessairement resté discret. Alors, si je posais une question aux uns et aux autres, la question c'est qu'est-ce que c'est que de travailler dans un environnement méfiant, peu favorable et profondément déceptif, ce qui était à mon avis l'environnement lyonnais très longtemps. Et je pense que ça peut être un stimulant, mais ça peut être aussi l'occasion de nombreux découragements, même si vous ne vous êtes pas découragé. Qui voudrait répondre à cette question? Oui, moi je peux répondre rapidement, c'est-à-dire que si on s'ennuyait, si c'était à ce point déceptif, on serait parti. Il y avait une invisibilité nationale, parce que le nombre de fois où on nous a demandé de prendre tel poste important, moi j'ai toujours refusé puisqu'il y avait moins de visibilité à Lyon, mais il y avait beaucoup plus de liberté. C'est-à-dire dans ce merdier incroyable qu'était la ville de Lyon, dans ces conflits, on arrivait quand même à faire des choses que peut-être on faisait moins facilement ailleurs. Donc ensuite les choses se sont forcément structurées, mais c'est clair, si moi je suis resté aussi longtemps, c'est que le poste musée d'art contemporain, en tout cas quand il était totalement autonome du musée des Beaux-Arts et biennal, est un poste qui en France était absolument extraordinaire, parce qu'on est à la fois sur une biennale à vocation internationale et sur l'invention d'une structure locale à dimension nationale. S'il n'y avait pas ça derrière, on serait tous partis. Bien, une intervention, une dernière, parce que là, je sens que je vais devoir présenter toutes mes excuses à
l'ensemble des intervenants des origines de l'écosystème. Donc, Marie-Claude. Oui. Non, je voulais m'excuser parce que je n'ai pas pu dire ce qui était important pour moi. Mais je reviens quand même sur des expositions qui ont fait que les lacs, qui étaient ce qu'il était, qui étaient vraiment un peu, comment dire, très déséquilibrés sur le plan de la programmation et qui pouvaient interroger. Je sais que le milieu professionnel, le directeur du centre du CAPC de Bordeaux disait mais on comprend rien à sa programmation. Je veux dire que ça n'était pas un moment facile, mais en revanche, je dois beaucoup à ces commissaires d'exposition. Je citais rapidement Alain Char, qui m'a beaucoup accompagné, mais aussi Hubert Vesacier en présentant les œuvres plastiques des artistes de la performance, aussi la figuration libre qui a été vraiment mise en avant en 82 par Oviette Bethmont, décédé récemment, dont on parlera tout à l'heure au moment de la critique d'art. Et je voulais aussi citer quand même quelqu'un qui n'a pas été cité, mais qui est... pardon, excusez-moi... et qui est Odile Plassard, qui a pris ma succession à l'ELAC, ce qui n'était pas toujours facile, et qui a assumé une programmation qui était effectivement choisie par elle et par Thierry, qui a été exceptionnelle. Et que lorsque l'ELAC a fermé en 95, je pense que comme moi, elle a été un peu triste parce qu'effectivement, le musée d'art contemporain ouvrait, mais c'était aussi important d'avoir un lieu qui présente des expositions plus bon, je ne veux pas dire grand public parce qu'il faut garder à l'esprit que ce qu'on montre au public et à tout le public doit être de grande qualité et parfois difficile, mais j'ai regretté. Et un critique d'art que nous avons beaucoup apprécié, qui était Jean-Jacques Léran, a exprimé publiquement sa tristesse de voir ce lieu se fermer. Voilà. Alors, ce que je veux dire, c'est quand même qu'il est devenu le lieu de l'association, des ateliers de pratique artistique jusqu'à ce qu'il ferme récemment. Et donc, c'était important aussi que se développe un certain nombre d'expressions. Et voilà, donc c'est un petit peu ce que je voulais dire. J'aurais beaucoup d'autres choses à dire, mais ça n'est pas structuré, je m'en excuse. Tu restes longtemps, Anne, tu restes longtemps, tu restes les 2 jours.